To test the... Pardon? Yeah. Ouais. Okay. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette finale de consolation. Pour le bénéfice de l'auditoire, je mentionnerai la motion qui sera débattue aujourd'hui. Alors, qu'il soit résolu que le gouvernement canadien abolisse le Sénat canadien. Be it resolved that the Canadian government abolish the Canadian Senate. Sur ce, je demanderai au chef du gouvernement de se présenter. Je rappelle au premier ministre que vous avez à votre disposition 7 minutes, 2 premières minutes et 30 dernières secondes protégées. Thank you ever so kindly, Mr. Speaker. We as Canadians allow the Canadian government to make laws that govern over us because every citizen of this great nation has the ability to vote for that government. That means necessarily the decisions of the Canadian government are those that respect the will of the Canadian people. We think the Canadian Senate perverts that vision of democracy and serves no useful function in our modern day. That's why the government is proud to propose the motion, be it resolved that the Canadian government should abolish the Canadian Senate. 3 arguments I'm going to bring to you in this opening debate. Firstly, I'm going to talk about why the Canadian Senate is necessarily undemocratic. Secondly, I'm going to talk about why in modern day times with our new political institutions, the Senate doesn't serve any useful function. And thirdly, I'm going to address the alternative of possibly electing the Senate and why we think that alternative is even worse than the status quo. So firstly, why we think the Senate is undemocratic. 4 reasons. Firstly, we think it's problematic that the Prime Minister gets to nominate who serves on the Senate and no Canadian individual has any recourse over that. There are several problems with this. Firstly, the point of the government is actually to create discourse, right? Even though the Prime Minister was elected and has a minority or a majority in Parliament, the point of a government and the point of Parliament and the point of the Senate should be to create discourse about issues that come in front of them, which means you need a differing set of ideologies in front of you so you can actually see what is best for Canadians. The problem with the Prime Minister appointing people is firstly that the Canadians themselves don't actually get any representation in the Senate. But secondly, the Prime Minister represents the most mainstream ideologies within Canadian political discourse. That means radical ideas, new ideas, which are actually held by many Canadians, don't get representation in the Senate. Secondly, we think the Senate, if it were to take action, it would, in terms of not passing a bill passed by Parliament, would be acting in an undemocratic manner, because it actually removes the ability of individual people and individual citizens to enact change within their government. Because the average individual citizen has no direct way of determining who sits on the Senate. So if the majority of Canadians come together and want a bill passed and the Senate rejects that, the average Canadian doesn't have a way of changing that until the makeup of the Senate changes. And the fundamental promise of democracy, Mr. Speaker, is that if the people will have a will to have something done for the government, that they will get to do that. And when you have an unelected Senate, you don't get that. The third problem we have with the Senate in terms of its undemocratic nature is the near lifetime appointments people have. It's until the age of 75, but I think that's fairly long, especially if you're appointed in your 40s or your 30s, as many senators are. We think this creates a number of issues. Firstly, it means that there's no cycling of people within the Senate, or at least it's pretty slow, which means newer ideas have a more difficult time of actually getting into the Senate. This is especially problematic with the changing social makeup of Canada. Very recently, we've seen rises in things like gay rights or feminism and things like that, which fundamentally change the social makeup and opinions of the people. But when you have the individuals in the Senate not necessarily changing, we think the social stance of the Senate actually lags behind and doesn't represent the will of the people. The fourth and final problem we have is that there's no accountability mechanism for the Senate because they're appointed. For the average member of Parliament, the accountability mechanism for them is the fact that they have to go in front of the Canadian people every 5 years or fewer and ask for their mandate to govern back. When senators get a lifetime appointment, there's no actual check or balance on their power. This has led to many problems and issues with corruption, for example. Like very recently, the Canadian Parliament has been racked by spending scandals by people like Mike Duffy, the senator who's supposed to be representing PEI but doesn't actually live in PEI, even though he's
claiming checks and expenses and using that for his own personal purposes. The problem is the Prime Minister appoints people to the Senate not based on how they best represent the region that they're supposed to, but it's based on political patronage. The friends of the Prime Minister, the highest donors, are the people who are going to be given these positions. The problem is when these people abuse their positions of power, there's no direct way to hold them accountable. Mike Duffy needed to be put in the public eye and go through months of public spectacle and ridicule for him to resign. I think this is problematic when you need to do that for every single person who has an expense scandal. Also recognize that Mike Duffy chose to resign. So he wasn't actually put in front of the committee and there was no direct way of removing him. He volunteered to step down because it was bad for his party. Imagine if he didn't, he could still possibly be in the Senate today. We on Side Proposition think that's perverse. Second argument we want to bring up, well, we think the Canadian Senate doesn't actually serve a purpose. So we think the Canadian Senate was created at Confederation because it was supposed to be a house of sober second thought, because it was supposed to review the bills passed by Parliament in a non-partisan fashion in order to see if they were actually good for the Canadian people. The problem is, ever since the creation of the Commonwealth, of the Dominion of Canada, we've had the Canadian Charter of Rights and Freedoms put in. And the main purpose of the Senate has been superseded by the courts, Mr. Speaker, which use the Charter to actually adjudicate what is just for society and have the power to strike down laws. We think it's better for courts to be able to do this because they are the smartest legal professionals and who go through rigorous training and education in order to get there. Furthermore, they follow the strict guidelines of the Charter and listen to arguments from either side whenever considering these issues. So they're much more professional, they're much more thorough, and the institution is much more robust. Currently, the Senate has no way of actually striking down laws because it's not politically popular for them to do so. That's why the Senate hasn't actually struck down any law passed by Parliament in, I don't know the exact year, but it's been an incredibly long time. The reason is the public outcry from such an action would be so huge, it creates a disincentive for the Senate to essentially take any action. So it's the courts that take action instead. So currently the Senate, we don't think, serves a useful function. It's been superseded by the courts, which are better. What the Senate does actually do, Mr. Speaker, is it delays the passing of bills because the Senate has to review it. The Senate makes certain decisions, and ultimately that increases the amount of time it takes for legislation to move on and be implemented, which we think is harmful because it slows down the process of democracy. The last argument I want to briefly touch on is why we think an elected Senate won't work. Because we think an elected Senate will bring the Canadian political system to closer to what we have in the United States or Australia, where we see incredible amounts of political gridlock resulting from the fact that we have two political institutions that vie for power. A great example of this is Obamacare, for example, where both the Senate and the House had differing ideas on what the change should be, but it was very difficult for them to agree on a model. And ultimately, we got a watered down implementation of what should have been a very grand and robust vision. We don't think an elected parliament would work for Canada. We think provinces, for example, don't have senates but still pass laws that are fundamentally useful. That's why we're proud to propose. Thank you very much. J'appelle le chef de l'opposition pour une période de 7 minutes, 2 premières minutes et 30 dernières secondes protégées. Je vous remercie, Monsieur le Président. En 1867 ont été établis les fondements de notre société. Puis ce que nous propose aujourd'hui le gouvernement, c'est de venir changer ça, de venir modifier les fondements qui ont été établis depuis les 147 dernières années et qui contribuent au succès perpétuel de notre pays. Nous nous opposons fortement à la suppression du Sénat et nous avons une foule d'arguments pour l'appuyer. Je vous présenterai d'abord l'aspect sans doute le plus important qu'apporte le Sénat, et c'est la représentation de l'ensemble des provinces. Suite à quoi, je parlerai également de la mesure de contrôle qui est apportée par le Sénat. Il y aura également un argument qui consistera en vous exprimer la valeur ajoutée que le Sénat donne aux projets de loi qui sont adoptés. Mes collègues vous parleront, suite à ça, du sentiment d'appartenance à la démocratie que le Sénat apporte aux Canadiens et Canadiennes. Et finalement, on parlera de l'aspect financier du travail. Je commence, Monsieur le Président, avec la représentation des provinces. Donc, on sait qu'actuellement, il y a un peu plus de 300 députés en Chambre des communes qui représentent les Canadiens et Canadiennes, évidemment de façon démographique. Le Sénat a été implanté pour représenter les Canadiens et Canadiennes de façon
géographique. On sait très bien que dans la Chambre des communes, il y a des provinces qui sont surreprésentées et de surcroît d'autres qui sont sous-représentées. On pense au territoire du Nord, aux Maritimes, aux Prairies. Donc, de quelle façon le gouvernement pense représenter ces provinces-là, ces territoires-là, dans le choix de nos décisions gouvernementales si on supprime le Sénat? Ça ne fait aucun sens. On ne s'imagine pas l'effet que ça aurait sur ces provinces-là. De plus, devons-nous vous informer que pour faire la modification souhaitée par le gouvernement, on doit opter pour l'amendement de la Constitution. Et ça, l'amendement de la Constitution, il y a deux moyens pour le faire. Soit faire voter 50% des sénateurs plus un. Il y a peu de risques qu'ils votent pour se supprimer eux-mêmes, ou encore d'avoir un accord du 2/3 des provinces. Compte tenu de la sous-représentation d'une multitude de provinces, ce ne sera pas possible d'opter pour ce projet de loi-là. Donc, de quelle façon le gouvernement pense convaincre ces provinces-là d'être sous-représentées au gouvernement? On aimerait bien le savoir à l'opposition. Il y a également l'aspect de représentation du Sénat, toujours dans la sous-représentation des provinces. Il faut dire que dans la Chambre des communes, il y a plusieurs députés et ce n'est pas tous les députés qui ont la chance de parler. Le Sénat, compte tenu qu'il y a moins de personnes, chaque sénateur a la possibilité de tenir des arguments, donc d'exprimer son point de vue en réponse à ce que la population de son territoire désire, donc représente directement nos citoyens canadiens pour l'adoption de projets de loi. Le deuxième argument va comme suit, la mesure de contrôle pour la démocratie. Le Sénat sert à contrôler et à éviter les excès. Juste à vous rappeler, en 1980, sous le gouvernement conservateur majoritaire de Mulroney, on voulait criminaliser, donc retour à l'illégalité de l'avortement. Et ça a été refusé par le Sénat. Donc, Monsieur le Président, on ne peut pas nier l'importance du Sénat sur des décisions cruciales de notre pays. Et il va de soi qu'on doit le conserver pour pas que des situations comme ça se reproduisent et pour pas qu'on laisse à un gouvernement majoritaire la totalité du pouvoir et du pouvoir décisionnel sans représentation. C'est une barrière d'étude. Donc, on sait que les projets de loi doivent être entérinés par le Sénat. Donc, ça va de soi que le Sénat a une importance capitale dans l'adoption des projets. De quelle manière on va le remplacer si on ne veut pas donner le pouvoir unique au gouvernement? Bien, on se le demande. Il y a également une valeur ajoutée qui est apportée à chacun des projets de loi adoptés au gouvernement du Canada, et ça, on en est fiers. Pourquoi une valeur ajoutée? Les projets de loi qui sont présentés par le gouvernement sont toujours présentés au meilleur de nos connaissances, au meilleur de nos intentions. Ce qu'on l'espère. La double vérification qui est faite par le Sénat vient confirmer, lorsque le projet est adopté, que c'est un bon projet. Ça accorde de la crédibilité supplémentaire à chacun des projets de loi qui sont acceptés, compte tenu qu'il y a une double vérification qui se fait à ce niveau-là. Je vous donne l'exemple de l'ALENA. En 89, on a eu une proposition d'ALENA qu'on a refusée, compte tenu que la proposition était fortement défavorable pour l'ensemble des Canadiens et Canadiennes. Il y a une reproposition qui a été faite quelques années plus tard et à ce moment-là, elle a été adoptée. Et on connaît l'ALENA, on sait que c'est très positif. Donc, les avantages du Sénat ont encore fait leur preuve et on parle des années 1990. C'est pas très loin, ça, Monsieur le Président. On se demande beaucoup de quelle façon le gouvernement compte supprimer le Sénat et compte accorder le pouvoir ultime au gouvernement. Est-ce que le gouvernement a pensé à ce qui va se produire en cas d'un gouvernement majoritaire? Comment allons-on contrôler les excès? Comment allons-on prévoir les mesures de contrôle dans certaines situations? Et surtout, comment allons-nous représenter les provinces sous-représentées à la Chambre des communes? On se le demande. Il faudra également convaincre les citoyens, chose qui n'est pas faite, et convaincre les provinces, vu la confiance qu'ils ont envers leur représentation. Ce ne sera pas chose facile non plus. On parle de la suppression du Sénat en nous disant que ça va être positif, mais il faut comprendre, Monsieur le Président, que les effets sont dangereux, que la suppression du Sénat auront des impacts vraiment important sur les conséquences de risque qu'encourra les projets de loi qui auront été adoptés. Les Canadiens ont des points de vue différents et heureusement, ils le sont représentés au gouvernement par des partis différents.
On construit d'année en année nos valeurs canadiennes de par les divergences d'opinion en construisant et en évoluant. On ne peut pas donner le pouvoir à une seule institution. C'est dangereux, Monsieur le Président, et c'est la raison pour laquelle nous nous opposons fortement à la suppression du Sénat. Je vous remercie. Je donne la parole au premier député du gouvernement pour une période de 5 minutes, première minute protégée. Thank you, Mr. Speaker. We on this side of the House believe that foundations should not just be kept because they're simply foundations. That foundations are constantly maintained because they continuously provide tangible benefit to society. And we here are proud to say that the Senate no longer provides any tangible benefit to society. I'm going to start with some refutation and then talk about the economic sensibility of our model. So the first argument they bring up is that the Senate solves a representation problem, that the Maritimes are underrepresented and provinces are overrepresented. So that's why we have a Senate. Their idea of logic goes, so because the Maritimes are not well represented, let's take some people that the Maritimes did not elect, that they don't understand the background of, that Prime Minister Harper knows very well, and they sure donated a lot of money to Prime Minister Harper, and let's put them in government. Let's make them read over our bills. Let's make them have the authority over what should be a law and what shouldn't. Let's have them run our country. We on the side of the House think this is unconstitutional, we think this is undemocratic, and this is absurd and extremely arbitrary. Then they talk about how it's a huge deal that we have to change the Constitution in order to do this. Yeah, we do. We do have to change the Constitution, and we're proud to change the Constitution. We think that a Constitution that harms our society, a Constitution that upholds a Senate, a useless Senate, an expensive Senate, and an arbitrary Senate, is the Constitution not worth having. And it's not worth having in the 21st century. It's not worth having in a G8 country. They then bring up the model where the Senate rejected the abortion bill and how they validate that the Senate provides use in that regard. In that matter, the courts had already rejected the bill. If the Senate did not exist in that context, the bill would not have otherwise passed. The Senate does not have a monopoly of authority. There are judicial branches, there are legislative branches to keep each other in check and balance. They ask, how will we replace them? We won't. There's no need for them. We don't want to replace them. We don't have to. So now talking about the economic sensibility of it. The average Senate salary runs about $200,000 a year. They have extremely lavish expense accounts and very, very generous pensions. And they also, as my partner said, do absolutely nothing. This is, let me just throw out a number. We're going to submit around $50 million annually of money that is just wasted so that people have a job. We think that these people can do, we think that this money, first of all, can be a lot more significant contribution to Canadian society elsewhere. And we think that this money will also help reduce patronage. We think that the Senate can be used as a political campaign, as most senators are appointed not based on merit, but based on personal bias with Stephen Harper, as we have seen from the recent controversies. Another point I want to further elaborate is that we think a Democratic Senate is the worst possible Senate. We think a Democratic Senate is much worse than an undemocratic Senate. 2 points about this. First of all, is this slows down the democratic process. So in order for a bill to become a law now, it has to go over a second look. In Australia, the government in the 1970s, it was shut down twice because the upper and lower chambers disagreed. Let me give you a more recent example. The US debt ceiling issue, where the senators disagreed with the House, shut down the US government. As a result, the US credit rating got downgraded, and foreign investment and foreign faith in the T-bill decreased and was shooken. We don't think that this is a necessary, we think this is an arbitrary burden to place on our government, especially, as for my last debate, considering how stable Canada's economy is. On to the second point is that we don't need a second look. The opposition treats our Senate as a group of kindergarteners who aren't really sure if their math is correct. These are very well-educated people. There are 5 parties in the House who all are democratically elected, who make sure that the bill they submit is a bill that has a reasonable chance to pass, or a bill that, to a degree, genuinely represents the interests of the Canadian people.
So we think a second look in this regard is, first of all, futile. It's not going to contribute any meaningful marginal value that they couldn't figure out on their own. So I'm going to summarize again. So first of all, they have yet to touch upon how they're going to deal with this undemocratic institution, how this undermines how this undermines the principle of our government, and how they're willing to, in order to preserve the foundation of society, contradict it, generally lower the quality of life of Canadians, and generally have it very inefficient infrastructure. They failed to touch upon the usefulness of the Senate. We have heard absolutely no response about how the Senate does absolutely nothing, getting millions of dollars in compensation. Thank you very much, Mr. Speaker. J'appellerai le premier député de l'opposition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues de l'opposition, membres du gouvernement, j'aimerais beaucoup, tout d'abord, féliciter le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont beaucoup fait voyager dans leur temps de parole. On nous parle de ce qui se passe à Canberra, en Australie, on nous parle de ce qui se passe à Washington, aux États-Unis. Mais en fait, on est à Ottawa, ici, présentement, et donc, on doit se fier sur la réalité qui est canadienne. Puis, j'aimerais aussi leur féliciter pour leur beau projet de loi contre la nomination partisane, parce que si on regarde leur argument, c'est exactement ce qu'ils veulent faire avec leur projet de loi. Comment je vais structurer mon droit de parole? Je vais énoncer les 4e et 5e arguments de l'opposition, celui sur l'appartenance à la démocratie et celui sur l'aspect financier du travail. Puis ensuite, je vais retourner sur les arguments du gouvernement concernant la nomination partisane et l'inutilité du Sénat. J'enchaîne donc avec l'argument que le Sénat permet de renforcer l'appartenance à la démocratie. Vous savez, le Sénat est composé de 105 personnes, avec parfois 8 personnes d'extra. Ces personnes sont impliquées dans la communauté. Ces personnes sont plus souvent qu'autrement des héros à leur façon dans leur communauté. Ce sont des gens d'expérience, des gens comme vous et moi, qui ont fait leurs preuves et qui ont à cœur le bien des citoyens qu'ils représentent. On n'a qu'à penser à des gens comme Jacques Demers, comme Pierre-Hugues Boisvenu, comme Céline Hervieux-Payette. Ce sont des gens qui ont fait leurs preuves au Sénat, qui sont réellement de bonne foi. On nous a souvent cité Mike Duffy en exemple du côté du gouvernement. Eh bien, je suis content de voir que parce qu'il y a une pomme pourrite au Sénat, que les 105 sénateurs ne valent rien. Je suis content de voir ça du gouvernement, c'est une belle preuve de jugement. J'enchaîne donc avec le 5e argument de l'opposition, l'aspect financier du travail. Les sénateurs ont une fonction bien spéciale. Ils doivent étudier les projets de loi avant qu'ils ne soient ratifiés par la gouverneure générale. Si ce n'est pas des sénateurs, les fonctionnaires vont devoir lire ces projets de loi, les corriger et les soumettre. Eh bien non, le salaire des sénateurs n'est pas de plus de 200 000 par année. En 2013, il est de 135 000 par année. Donc, est-ce qu'on va remplacer des sénateurs à 135 000 par des fonctionnaires à 125 000 par année? Est-ce qu'on peut dire que ça fait du sens? Non, Monsieur le Président, ça ne fait aucun sens. Le gouvernement, d'après moi, veut seulement bureaucratiser le système législatif, l'embourber encore plus pour diminuer la transparence de la démocratie canadienne. Dans les prairies, il y a des champs de canola, il y a des champs de maïs, il y a des champs d'orge, de blé. Mais je crois que présentement, on veut vraiment amener la culture de l'opacité. Le Sénat en coût d'opération en 2012, a coûté 106 millions de dollars. 3 $ par Canadien pour la démocratie. Est-ce que c'est juste selon vous? Pour moi, c'est un excellent prix à payer pour être certain que nos droits et libertés sont encore protégés. J'enchaîne donc avec une réfutation du premier argument, celui que le Sénat était une représentation qui n'était pas démocratique. Donc, on nous a dit que le Sénat devrait discuter des sujets chauds et que la crédibilité du Sénat a été affectée par des nominations partisanes.
On nous a dit que le Canadien moyen n'avait aucun pouvoir et qu'il n'y avait pas de responsabilité chez les sénateurs. Pour prendre un exemple, le cas de Mike Duffy. Écoutez, l'exception n'est pas la règle. Ce n'est pas la machine qui corrompt l'humain, mais bien l'humain qui corrompt la machine. Est-ce qu'on peut faire des amendements constitutionnels pour éliminer les nominations partisanes? J'ai la réponse à cette question et, Monsieur le Président, la réponse c'est oui. On peut faire des amendements pour éliminer la nomination partisane sans toutefois affecter la capacité du Sénat de faire un excellent travail. On nous a dit par la suite, en deuxième argument, que le Sénat n'avait aucune fonction. En fait, c'était exactement qu'il n'avait aucune fonction et que la Cour suprême avait repris leur rôle. Écoutez, on nous a parlé de 1987, de l'avortement, et on nous a dit « We don't need a second look ». Ça dit ce que ça veut dire. Le gouvernement croit qu'ils ont tous les droits. Et c'est aberrant pour les citoyens et citoyennes du Canada qu'un gouvernement se croit tout permis. Puis on nous a dit que la Cour suprême, c'était des nominations non partisanes. Bien, je crois qu'il y aurait une petite correction à faire sur ce sujet du côté du gouvernement. Merci beaucoup. Je rappelle le deuxième député du gouvernement pour une période toujours de 5 minutes, première minute de protégé. Thank you, Mr. Speaker. Now, before I get into the crux of my argument, which is just going to be really a systematic refutation of all we've heard so far, and really reinforcing why the Senate is just a useless entity that's taking up space and time and resources that, you know, for no real reason, I'm just going to touch upon one comment that we heard from the last speaker. They tried to kind of discount our model of other countries. They said, you know what, we are Canada, let's only look at Canada because no other country is important for us. But I'd just like to point out that when their first speaker came up and spoke, they said, you know what, this has been in Canada since 1867, and that's so important. But, Mr. Speaker, where do you think that model came from in 1867? It came from Great Britain in the first place. We just copied their model and put it right here. So by trying to take down our case, they've kind of fundamentally contradicting themselves entirely. So, what were the points that we heard today from side opposition? Their first point was, you know, provincial representation. Some provinces are over and underrepresented, and, you know, well, the Senate changes that. Excuse me, Mr. Speaker, but the way that representation works in the House of Commons is that representation is proportional to the amount of people in a certain area. If anything, what happens in the Senate is what we would argue is very, you know, poorly represented. You know, the Senate has a certain number of people from each province, regardless of how the population changes. So if we really are so worried about being over or underrepresented, we should not have, you know, these set, you know, number of seats. Instead, we should really have the number of seats that depends on the population, on the number of people there that are being affected. Now, the second point they brought up was under this, you know, provincial representation was, you know, we're changing the Constitution. I'm sorry, but we're the government. We're here to change the Constitution today. I mean, the Constitution has its flaws, you know. We'd say it's about 147 years too late. The second big point they had was control. And, you know, it's very important to have these methods of control because, you know, without a Senate, there's no other way to control the government. We're going to be all-powerful. I'm sorry, Mr. Speaker, but I don't really think anyone bought that because we have these courts that really impeach people, that strike down laws, that actually struck down the abortion law. So for them to say that there's no other way of having checks and balances is completely false. Furthermore, the whole notion of the Senate as a big check and balance is completely false. What happens is senators don't really ever reject a law because the political outward would be so big that, you know, someone who is not democratic, someone who wasn't elected was just, you know, they struck down the law, they didn't let what the people wanted to pass. And there's a really big fundamental problem with that. Their third point with this notion of value, that they bring value because they bring credibility. But where does this credibility come from that they keep on referring to? Why does the Senate have this innate credibility? We'd argue that there is no credibility to the Senate. They're not elected, and they're just old boys. They're an old boys club, the friends of the Prime Minister who he just wants to put up there. Where does this credibility come from? Where are the Canadian people that are saying, you know, well, it's if the Senate didn't say it was okay, or if they didn't like it so much, we don't want it there. Actually, no, the people are like the Canadian people in general are very in favor of actually abolishing the Senate. And
thirdly, they talked about this whole notion of it reinforces democracy, Mr. Speaker. But we'd like to ask, how can something where you have a group of people that are in a chamber and they decide your laws, but you don't elect them, how does that reinforce democracy? When a group of people that you didn't decide upon and they choose what happens to you, we don't really see any logic between that and reinforcing democracy. Now, what have we really been telling you on our side of the House? We told you how there's no function to the Senate because the House of Commons is the only house that can make laws, that can pass laws, that the Senate rarely ever rejects bills. All they do is they just delay, and they ensure that nothing ever really happens. And that brings me into our second point about how it stifles progress, about how these senators are elected for life, and when the Canadian people, they choose a new government, that's a pretty big deal. And when the new government, it means they want change. And when the new government can't get anything passed because the Senate's going to delay, how is that reinforcing democracy? How is that reinforcing the will of the people? Our third point was really about the legitimacy and democracy, but I've touched upon that really at length, that if you don't elect people and they decide what happens to you, they decide what happens to your country, that's just not democratic. And there's no way that side opposition could possibly rationalize how that is very democratic. And finally, this whole notion of the cost of the system. They said that we only brought forward one example about Duffy and that, we're going to have to replace these people with bureaucrats. I think on the government side of the House, we've really proven that this institution is completely useless. We're not replacing them with anything. So yeah, we are getting these cost savings because guess what? We're not replacing people who do nothing. We don't need to replace these people. Then second, they said, it's a small price to pay for freedom. I'm sorry, Mr. Speaker, but paying people who you didn't choose, who you might not like, who you didn't even want in power to run your country is not a price for freedom. It's a price for, abiding by the norms of 1867 that Britain kind of imposed on us. So for all these reasons, we're really proud to propose this motion that the Senate is useless. It takes up valuable resources, and it's time to see it go. It's been 147 years too late. Thank you. J'appelle le deuxième député de l'opposition pour une période de 5 minutes. Première minute protégée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Distingués collègues de l'opposition, collègues du gouvernement. Depuis le début du débat, ce que nous répète sans cesse l'opposition, c'est qu'on nous dit que, en réalité, au fin fond, c'est que le Sénat, ça sert à rien. Qu'on n'a pas besoin du Sénat pour prendre des décisions éclairées au Canada. On nous dit depuis le début que ce que c'est le Sénat, c'est que ça nous coûte cher et que c'est totalement inutile dans une optique de favoriser la démocratie canadienne. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut s'assurer, que ce soit en entreprise, que ce soit au gouvernement, d'avoir des mesures de contrôle, d'avoir des moyens de s'assurer que les décisions qui sont prises soient éclairées, juste et bonne pour tous, pour les entreprises, pour les citoyens canadiens, pour tout le monde sur notre territoire. Et c'est avec le Sénat, et c'est en gardant le Sénat que nous allons y arriver. Je vais structurer mon temps de parole en revenant tout d'abord sur le dernier argument qui nous a été apporté par le gouvernement pour ensuite venir reconstruire et reparler des arguments que nous vous avons apportés depuis le début de ce débat à l'opposition. Ce qui est drôle de voir, c'est que du côté du gouvernement, on nous a amené un troisième argument qui n'est pas ce n'est pas vraiment un troisième argument. On nous a dit que, on nous a montré pourquoi le fait d'élire les sénateurs, comme il se fait en Australie ou aux États-Unis, n'est pas une option possible, n'est pas une alternative. Ce qu'on fait, c'est qu'on nous présente une possible réforme qui, en tant que telle, ne fait absolument aucun sens. On nous présente une option alternative en supposant un vote comme quoi le Sénat pourrait possiblement être élu dans un autre contexte. On nous présente cette alternative comme étant une réforme et nous, ce qu'on dit, c'est que cette réforme, en fait, la réforme qu'on nous propose, le droit de vote, ce n'est pas une alternative valable. Donc, on ne peut pas dire qu'on va abolir le Sénat sous le simple fait que en les élisant, comme on s'en fait aux États-Unis, ce n'est pas bon. Donc, c'est un argument qui est non valide. Si je peux me permettre de revenir sur les arguments qu'on vous a présentés du côté de l'opposition. En premier argument, on vous a parlé du problème de représentation géographique. Comme quoi,
il y avait une sur- ou une sous-représentation, tout dépendamment des provinces, à la Chambre des communes. On nous a mentionné qu'on allait être obligé de changer la Constitution du côté du gouvernement. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il y a un problème actuellement à ce niveau, comme on vous l'a mentionné en tout début de temps de parole, et il faut agir maintenant. En deuxième argument, on vous a parlé de la mesure de contrôle de la démocratie canadienne. Et tout au long du débat, le gouvernement nous est arrivé avec justement nous dire que nous n'avions pas besoin de cette mesure de contrôle, que le Sénat était inutile. Je vous l'ai mentionné dès le début et on vous le répète depuis le début, il faut s'assurer que les décisions qui soient prises au Canada par le gouvernement à la Chambre des communes soient révisées et qu'elles soient contrôlées. Si ce n'est pas avec le Sénat que nous allons le faire, comment allons-nous y arriver? On va passer par des fonctionnaires, on va les payer grassement, et il va falloir remplacer ce processus, il va falloir mettre en place un nouveau processus. Alors de dire que ça coûte cher le Sénat, c'est irréaliste. Les coûts ne changeront pas. Il va toujours exister des coûts pour s'assurer que tout soit conforme, selon les normes et que ce soit dans l'optique du bien-être des Canadiens. En troisième argument, on vous a dit que nous voulons nous assurer de la pertinence et de la qualité des projets de loi. On vous a parlé de l'entente de l'ALENA et on nous a dit que le Sénat était ralenti. On nous a dit que, étant donné que le Sénat était en place, que ça ne faisait que ralentir le processus d'adoption d'un projet de loi ou d'adoption d'une réforme ou d'adoption de peu importe, que ça faisait simplement rallonger le processus. Oui, c'est vrai, le Sénat rallonge le processus. Pourquoi? Parce que c'est une bonne chose. On s'assure que les projets de loi, que les décisions qui sont prises pour les citoyens canadiens sont bonnes. C'est certain que ça prend du temps. Mais est-ce que du côté de l'opposition, on croit sincèrement que ce temps qui est pris pour s'assurer que tout soit conforme et juste et valable pour les citoyens canadiens en vaut la peine? Merci beaucoup, M. le Président. J'appelle le Premier ministre pour conclure. Pour une période de 5 minutes, entièrement protégée. Thank you very much, Mr. Speaker. 2 points to summarize this debate. First, I want to talk about the functions of the Senate in our modern-day democracy, and secondly, I want to talk about democracy as a whole and why we don't think the Senate fills that function. So let's first look at the benefits side opposition brought to us in terms of what the Senate does. So I think a lot of them are kind of weird and force you to kind of suspend reality for a second. They tell you that you need the Senate, Mr. Speaker, because there's no other way of double-checking bills. There's no way for us to make sure that bills make sense. Several responses to this. Firstly, Mr. Speaker, a double-checking mechanism already exists for bills. It's called members of Parliament in the House of Commons who actually write the bills, who are elected and have checks and balances because they have to face the people every 5 years or fewer. That's the check and balance that already exists, right? So these members of Parliament do hire bureaucrats and they do check the bills already. So we don't see an actual need for an added Senate who isn't actually elected. But secondly, Mr. Speaker, provinces in Canada don't have Senates, but they also pass bills. So if you were to believe side opposition's analysis, you'd have to assume that provinces in Canada can't make proper bills or proper legislation because they don't have a Senate double checking. But that's obviously not the case, Mr. Speaker, because we don't see a rash of just terrible bills from provinces coming forward. We think the fundamental reality is the Senate rarely makes any changes to bills in the current system. And I think it's kind of funny that side opposition challenges us to use more relevant examples than the United States when all of their examples about the Senate being useful come from the 80s, Mr. Speaker. Unfortunately, Mr. Speaker, ever since that time, the Supreme Court has become much more active, and we heard no response to a lot of the analysis we brought up about the Supreme Court. Gay marriage in Canada was legalized by a Supreme Court decision. We don't see why the Supreme Court isn't a more viable option to actually create checks and balances in society. You're going to need to do better than something from the 80s. Then they tell us, Mr. Speaker, that you need better representation of people in terms of provinces, and the Senate provides that because it gives people elect representatives from their own province. You know who's a representative that represents you in government? Your member of parliament, right? PEI does have MPs in parliament. I don't see what the added benefit of a senator is when you already have people representing you in government. But furthermore, Mr. Speaker, I think it's a false assumption to make to assume senators that are supposed to be acting on your behalf but aren't elected by you actually represent you, right? The
fundamental basis of representation is that you decide who is making decisions on your behalf because you get to look at what kind of person they are, what kind of views they have, and make that decision. When Prime Minister Harper decides this guy, who's my friend for a while, is going to be making decisions on your behalf on the Senate, that's not actually representing you, Mr. Speaker. That's representing the Prime Minister's view. An example of this is Mike Duffy, for example, a senator for PEI, one of the underrepresented provinces they want represented in the Senate, who doesn't actually own any property in PEI in the first place. I don't see how that person actually represents these underrepresented people in the Senate better. The final argument we get in terms of usefulness is this bizarre argument about how it's difficult to change the Constitution, Mr. Speaker, and therefore we shouldn't attempt it. So just because something is difficult doesn't mean we shouldn't try to do it, right? We don't see why we can't appeal to the Canadian people in the provinces with the arguments we brought up and convince them that it's the right thing to do. So, like, to believe that argument, you'd have to concede that it's the right thing to do. It's just too difficult, so we're not going to attempt it. So that deals with the function arguments. But Mr. Speaker, unfortunately, I did have a speech when I came up in front of here and made arguments. And while it's convenient for the opposition to kind of ignore them, a lot of our case was actually based on this idea of democratic rights, Mr. Speaker. And the fundamental problem with the Senate is the fact that it robs people of the ability to self-govern. And we heard no response to any of this analysis, right? And I think it's kind of funny that they come up here and actually tell you the Senate upholds democracy, what actually robs the ability of the people in Canada to have recourse over the decisions the Senate makes. If your senator, Mr. Speaker, makes a decision that you don't agree with, you can do absolutely nothing to change that senator, right? That is fundamentally undemocratic. You have no say in what happens in that House of Parliament, Mr. Speaker. I gave you 4 reasons why the Senate is undemocratic. I told you why the Prime Minister's nomination is harmful, why if they take action and they're not elected, they rob people of the fundamental right to self-determination. I told you why really long appointments prevent new ideas from coming in. I told you why the lack of an accountability mechanism makes corruption more prevalent. And the only response we heard, Mr. Speaker, is that Mike Duffy is just one bad apple and we can just ignore him. The problem is I actually gave you the systematic mechanism that caused Mike Duffy, because he doesn't need to go in front of the Canadian people and actually ask for his mandate back. When he does abuse his finances, there's no recourse to actually remove him, so it's more likely that he's actually going to create those abuses in the first place. And it's not just Mike Duffy we're talking about. There are many senators currently under investigation. So fundamentally, Mr. Speaker, not only do we see a lack of function for the Senate in our modern day society, we don't see it as a democratic institution. It robs you of your rights. You shouldn't support it. That's why we're proud to propose. Madame la chef de l'opposition. Je rappelle que vous avez 5 minutes entièrement protégées. Je vous remercie, Monsieur le Président. Aujourd'hui, le gouvernement se présente devant nous pour nous proposer un projet de loi et sur le passage insulte de manière assez impressionnante nos sénateurs en les traitant d'incompétents, de malfrats, en disant qu'ils sont inutiles et qu'ils n'accomplissent pas leur travail. On vient généraliser sur l'ensemble des sénateurs alors qu'ils offrent un travail compétent et absolument utile. Ce qu'on nous a dit aux côtés de l'opposition, c'est que c'était le premier ministre qui décidait des sénateurs et que ça créait un biais. Eh bien ça, Monsieur le Président, ça ne prend pas la suppression du Sénat pour régler ce problème-là. On a seulement à amender la décision des sénateurs et de les faire élire. Donc, il n'y a aucune question de supprimer le Sénat. Même le gouvernement nous a dit qu'il devrait être élu. On nous a dit que ça allait ralentir le système démocratique et on vous a clairement exposé que quelques délais peuvent s'imposer et que ça en vaut la peine lorsque ça défend l'intérêt des Canadiens et Canadiennes. Et parlons-en des intérêts des Canadiens et Canadiennes lorsqu'on parle des régions sous-représentées et puis que le gouvernement semble dire que ça n'a pas d'importance, que de toute façon, il y a quelques représentations dans la Chambre. On vous a dit que la représentation dans la Chambre était démographique et non géographique. Donc, il y a des régions qui sont sous-représentées et ces gens-là ont le droit de parole. On parle des Canadiens et Canadiennes au même titre que les autres et ils ont les mêmes droits. Droits, d'ailleurs, qui figurent dans la Charte des droits et libertés. Et à ce que je comprends du gouvernement, on pense que la Charte des droits et libertés et la Cour suprême vont remplacer le Sénat. Est-ce qu'on a aidé des coûts que ça peut engendrer de faire des vérifications de nos projets de loi par la Cour suprême?
On nous dit que le gouvernement est assez compétent et assez éduqué pour valider de la pertinence et de l'exactitude de leur projet de loi. Connaissez-vous une entreprise à qui il est permis de faire leur propre vérification financière? Vous ne pensez pas que ce serait un petit peu biaisé, que le risque serait là? Donc, on ne peut pas se permettre de donner la totalité du pouvoir à une institution sans qu'il y ait de vérification externe. Ça ne fait aucun sens. On nous a dit que ces gens éduqués et compétents allaient prendre les bonnes décisions. On sait très bien que les partis politiques ont des valeurs divergentes et il est important que ces valeurs-là et ces divergences-là soient considérées et soient négociées pour les différents projets de loi. Et c'est la raison pour laquelle on doit avoir une mesure de contrôle, on doit avoir un Sénat qui vient, en deuxième avis, donner et représenter nos Canadiens et Canadiennes. On ne peut pas supprimer le Sénat, ce serait pas logique. On nous a dit que ça coûtait cher. On nous a dit que ça coûtait cher. 3 $ par Canadien pour assurer une démocratie. Monsieur le Président, 9 milliards. C'est l'investissement qu'on va faire dans l'aviation pour aller défendre la démocratie des autres pays, alors qu'on ne veut pas investir 3 $ par Canadien pour assurer et défendre notre propre démocratie. Ça nous fait mal au cœur, à l'opposition, de voir à quel point le gouvernement considère le Sénat. On vous a exposé très clairement que le Sénat était essentiel pour la représentation des provinces sous-représentées, donc la représentation géographique. On vous a également exposé que c'était une mesure de contrôle importante. Le gouvernement nous a dit que c'était une mesure de contrôle quasi inexistante, que la dernière décision qu'ils avaient prise datait de plusieurs années, alors qu'on vous a exposé deux situations majeures dans lesquelles le Sénat a eu un commentaire et a changé finalement la situation de notre pays. On vous a également exposé le sentiment d'appartenance à la démographie de nos Canadiens apporté par le Sénat. Les sénateurs sont des gens à qui les Canadiens et Canadiennes, monsieur, madame, tout le monde, peut s'identifier. Et ça, c'est important parce que ça joue sur la confiance des Canadiens et Canadiennes envers le gouvernement. Évidemment, on nous a parlé de quelques scandales et on a généralisé comme quoi ça s'appliquait possiblement à l'ensemble des sénateurs, qu'ils étaient tous des malfrats, qu'ils étaient tous malhonnêtes. Et ça, à l'opposition, on n'encaisse absolument pas ça. On ne peut pas généraliser parce qu'un sénateur fait scandale ou parce que quelques sénateurs sont sous enquête que l'ensemble et la totalité des sénateurs sont de la même chose. Au Canada, on a des criminels et malheureusement ou fort heureusement, on ne peut pas généraliser en disant que les Canadiens sont tous des criminels, Monsieur le Président. Et c'est ce que fait le gouvernement quand ils nous disent que la totalité des sénateurs sont incompétents et sont inutiles. On vous a également exposé l'aspect financier, car les deux seuls arguments du gouvernement étaient que le Sénat est inutile et qu'il coûtait cher. Or, en supprimant le Sénat, on va encourir des coûts qui sont nettement supérieurs dans la gestion administrative ou dans la supervision par une Cour supérieure des projets de loi. Le gouvernement n'a pas réussi à nous prouver avec certitude et compétence de quelle manière c'était positif pour les Canadiens et Canadiennes de supprimer le Sénat, et c'est pourquoi nous y opposons fortement. Merci. Merci aux deux équipes.